L'avenir de l'Europe est dans une alliance avec la Russie. Je le maintiens, je persiste et je signe. La Russie a les ressources naturelles, l'Europe a la technologie. Nous avons une même civilisation, contrairement à ce qu'on nous raconte. Et s'il n'y avait pas eu la Russie au Moyen-Orient, l'État islamique aurait pris le pouvoir en Syrie. Alors, moi je veux bien tout. Il fallait bien sûr dire stop à la Russie. Maintenant, elle est affaiblie. Elle est affaiblie. Maintenant, c'est le moment de faire la paix pour sauver l'Europe. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan, merci d'être venu nous voir à Boulevard Voltaire. Vous êtes député de l'Essonne, on vous connaît mais je vous présente quand même, président de Debout la France, et vous avez été 3 fois candidat à la présidentielle, l'élection présidentielle, en 2012, 2017 et 2022. Merci de nous accorder ce grand entretien qu'on diffuse donc tous les week-ends. Et première question peut-être sur ce match Maroc-Espagne, on a vu des manifestations de joie mais aussi des manifestations de destruction et dans plusieurs villes de France. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Que ces supporters n'oseraient pas faire ça au Maroc. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a un État là-bas. Alors il y a peut-être des excès, mais c'est tout. C'est très simple. Quand on n'est pas respecté, ça veut dire qu'on n'est pas respectable. Donc ça veut dire que l'État n'assure pas le respect de la France, c'est tout. Donc moi, je suis absolument convaincu qu'on peut tout à fait rétablir l'ordre dans notre pays si on change le fonctionnement de la justice, si on rétablit une chaîne pénale, si dans nos têtes, enfin pas dans les nôtres, dans leurs têtes des dirigeants, on reprend en main le pays, voilà. Et pourquoi des supporters marocains seraient calmes, bienveillants au Maroc et odieux et violents en France ? Alors, on est en plein dans le sujet immigration. Vous siégez à l'Assemblée nationale, on l'a dit, qui débat en ce moment du projet de loi immigration Darmanin-Dussopt. Alors, cette loi, vous avez dû la lire et l'étudier. Est-ce qu'il s'agit d'un tour de vis comme le prétend Darmanin, ou d'une porte un peu plus ouverte qu'elle ne l'était encore à l'immigration incontrôlée ? On pense évidemment aux régularisations pour motif de travail et d'emploi. Alors il y a eu un premier débat sur l'immigration, là on est sur les énergies renouvelables, dites renouvelables, et ça reviendra après l'immigration. Mais ce projet de loi, c'est un projet de loi mensonger. Sous prétexte de contrôler l'immigration et d'avoir l'air ferme, il régularisera, s'il était par malheur voté, il régularisera ou il régulariserait, parlons encore au conditionnel, si on peut s'y opposer, des dizaines de milliers de clandestins. C'est ça l'objectif, avec la fameuse escroquerie des métiers en tension. Il y a des métiers en tension, bien sûr, mais moi je regarde que le taux de chômage des étrangers en France est le double des Français. Donc, je ne comprends pas ce discours que relaient certains chefs d'entreprise, qui, entre nous, sont bien contents d'avoir une main-d'œuvre corvéable à merci, mal payée. Et j'en ai assez, moi, du discours de certains chefs d'entreprise qui font une politique de court terme, immigrationniste, et après les coûts sociaux, la guerre civile qui approche, ça sera un drame pour le pays. Donc, il faut arrêter l'immigration. Il y a un taux de chômage de 15% sur les étrangers en France, qu'ils embauchent cela, et je préférerais les Français entre nous, et aussi les Français, et puis qu'on s'attelle à la question majeure du travail dans notre société, baisser les charges sur les PME, parce que les chefs d'entreprise ne peuvent pas offrir des salaires supplémentaires parce que les charges sont trop élevées, et aussi les charges salariales. Le chef d'entreprise paye un brut, et le salarié touche un net avec 25% de moins. Donc on peut jouer là-dessus. Et puis revoir les allocations de manière à ce que chaque personne qui touche le RSA soit obligée d'aller travailler au moins une fois par semaine, une journée par semaine, de manière d'ailleurs pas à la punir, mais à la réinsérer. On ne s'en sortira en France
que si on motive, on récompense le travail. Récompenser le travail, c'est mieux payer les salariés. On n'en sortira pas autrement. Mais pour mieux payer les salariés, il faut baisser les dépenses, les gaspillages. C'est le livre que j'avais publié pendant la présidentielle, Où va le pognon, où je montre, je prouve qu'on peut récupérer 50 milliards demain matin. 50 milliards. Et ces 50 milliards, je les donne à la fois aux salariés pour que leur salaire net remonte, aux entrepreneurs des PME qui relocalisent en France pour que leurs charges baissent, et à l'hôpital et à l'école pour qu'on reconstruise nos services publics. On peut y arriver. Et c'est ça qui est révoltant, c'est qu'on peut y arriver. Simplement, ils ne le veulent pas. C'est tellement plus simple de faire venir une main-d'œuvre et avec un risque immense de déstabilisation qui est déjà là de nos sociétés. Oui, justement, cette main-d'œuvre qui vient de partout, comment est-ce qu'on peut jouer sur la conviction des entrepreneurs et de toute une partie aussi de l'opinion qui est convaincue sans doute que c'est indispensable, c'est ce qu'on leur dit. Et c'est pas nouveau. C'est le patronat qui a fait nouveau. pression dans les années 70 et qui a créé le problème migratoire français. Je suis désolé de le dire. C'est pas nouveau. Eh oui. Et il y a un moment où il faut qu'il y ait un État, l'intérêt général. Moi, je déteste les clientèles, les lobbies. Il faut un grand coup de pied dans la fourmilière. Il faut rappeler au patronat ce qu'est l'intérêt général de la nation. Ah oui. Eh oui. Et il faut aussi, parce qu'il faut être honnête, si les chefs d'entreprise préfèrent une main-d'œuvre docile bon marché, c'est parce qu'ils ont aussi des charges très élevées. Mais je crois qu'il y a vraiment des abus. Et il faut faire le ménage. Voilà. Il faut arrêter d'employer des clandestins. Il est inadmissible que des clandestins soient employés sur des chantiers. Et c'est pas vrai, je le dis, c'est pas vrai de dire on peut pas faire autrement. Je vais vous donner une anecdote. Pendant ma campagne législative, j'ai été visiter tous les EHPAD de ma circonscription. Il y avait le scandale Orpea, et puis un jour, j'arrive dans un EHPAD et je lui dis « Alors, vous avez du mal à trouver du personnel ?» Il dit « Non, pas du tout. Pas du tout, nous, il y a une file d'attente, j'ai 50 CV qui attendent. » Alors je dis « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ?» Tous les autres me disent qu'ils n'ont pas de personnel. Ah, mais il dit « C'est très simple, nous les payons davantage. Et pas énorme. Au lieu de les exploiter au SMIC, on leur donne 100 € de plus ou 200 € de plus. » Et le directeur de l'EHPAD me dit « Mais vous savez, c'est très rentable pour moi. J'ai un personnel dévoué, travailleur, pas d'absentéisme, pas de frais de recherche, avec une bonne ambiance. Alors oui, je gagne un peu moins de profit. Un tout petit peu moins, mais on en gagne déjà beaucoup. Voilà. Et ça, c'est aussi un message à donner. Peut-être qu'il y aura un peu moins de profit, mais il y aura une meilleure ambiance. Alors, il y a un moment où il faut aussi rappeler à l'ordre tout le monde. Rappeler à l'ordre les Français pour qu'ils travaillent davantage, rappeler à l'ordre les chefs d'entreprise pour qu'ils aient un devoir civique. Et ça passe aussi, bien sûr, par la formation, parce qu'ils ont du mal à trouver. Je le sais que beaucoup de PME ne trouvent pas. Mais ça passe par la formation et puis ça passe par vraiment arrêter l'assistanat. On parle des métiers de la restauration, vous le savez, des métiers de la santé, d'un certain nombre de métiers qui seraient absolument en tension. Oui, il y a des tensions, mais augmentez les salaires, réduisez vos profits. Non, mais il y a un moment, c'est un peu révolutionnaire ce que je vais dire, et je suis pas marxiste, mais il y a un moment où il faut arrêter. Et puis, il faut que l'État aussi donne un coup de pied dans le derrière de ceux qui veulent pas travailler. Parce que nos chefs d'entreprise ont souvent raison, attention. Je ne vais pas dire qu'ils ont tort. Nos chefs d'entreprise ont raison, mais c'est pas en faisant venir de la main-d'œuvre clandestine qui va vraiment déstabiliser le pays qu'on y arrivera. C'est pas possible. Donc il faut mettre un coup d'arrêt à ça. Et le projet de loi, pour revenir au projet de loi de M. Darmanin, c'est porte ouverte. C'est une régularisation massive. Voilà, point barre. Alors, venons-en à l'hôpital, inquiétant, à l'hôpital et aux soignants non vaccinés, pour lesquels vous avez débattu. On a vu hier, justement, à l'Assemblée nationale, le refus de LFI de s'allier avec le Rassemblement national
pour faire passer cette mesure. Là aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une logique parlementaire? Où est l'intérêt national et l'intérêt des Français, en l'occurrence des soignants non vaccinés et des malades, derrière cet épisode lamentable? Si vous voulez, ce qui est lamentable, c'est que le pays flambe, voilà, c'est pas 4 000, c'est à mon avis entre 20 et 30 000 ou 40 000 soignants non vaccinés, parce qu'on compte ceux qui ont été suspendus, mais on ne compte pas ceux qui sont partis en retraite précoce, on ne compte pas ceux qui ont été en arrêt maladie, on ne compte pas ceux qui ont eu le Covid et qui ont un délai. Donc, en fait, l'hôpital et le système de médecine de ville se privent, à mon avis, je n'ai pas de chiffre exact, mais entre 10 et 40 000 personnes. C'est colossal. 4 000, ce sont les chiffres du gouvernement. Mais oui, parce qu'il veut minimiser. Donc c'est colossal. C'est un sabordage. Et la politique aérienne minable de LFI, voilà, intervient là-dedans. Et je le vois tous les jours à l'Assemblée. Tous les jours à l'Assemblée, il y a des points d'accord contre le gouvernement. Objectif. J'aime pas LFI, mais si on est d'accord pour réintégrer les soignants non vaccinés, on vote la réintégration, point barre. Non, ils préfèrent l'idéologie, le sectarisme, et ils ont bien tort, d'ailleurs. Tant pis pour eux. Parce que l'électorat populaire, qui peut-être pour certains votait encore pour eux, va plus du tout voter pour eux. Et je dis aux soignants non vaccinés, maintenant vous savez qu'LFI ne vous défendra jamais. Ce sont des faux opposants. D'ailleurs, au second tour de la présidentielle, ils ont voté Macron. Voilà. Et si on a Macron une deuxième fois, c'est parce que ces idiots utiles du macronisme sont les idiots utiles. Socialistes, écolos, LFI sont les idiots utiles du macronisme. Voilà. Bon, les Français vont comprendre petit à petit. Vont comprendre que ces gens-là, sous des fausses valeurs de gauche, ne défendent pas la France. C'est tout. Et moi, vous savez, il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui rejoignent Debout la France. J'ai reçu encore une lettre impressionnante hier d'un monsieur au chômage qui m'écrivait parce qu'à 55 ans, il a écrit 900 CV. 900 CV. Et il me dit, je suis écœuré de tout. Il a envoyé 900 candidatures. Ouais, 900 candidatures. 900 candidatures. Et on lui répond à chaque fois, mais non, à 56 ans, c'est mort. C'est fini. Faites autre chose. Et il dit, comment je vais faire si j'ai la retraite à 65 ans? Et ce monsieur, il a abandonné son logement, il est retourné vivre chez sa mère, à Bordeaux. Cette lettre m'a bouleversé. Et il était diplômé de supérieur, c'est pas un imbécile. Voilà, les informaticiens, enfin, il faut voir ce qui se passe quand même. Au-dessus de 55 ans, vous êtes jeté de la société. Voilà. Bon, bref, tout ça pour dire que tous ces gens-là, ils étaient de gauche, ils étaient de droite, ils étaient d'ailleurs, on s'en fiche, ils n'en peuvent plus de ce système. Et ils voient bien que la gauche ne les défend pas. Est-ce que, je reviens à cet épisode de l'Assemblée nationale, est-ce que finalement le cordon sanitaire qu'on avait dit définitivement enterré ne ressuscite pas un peu, au moins? Proche à ça, mais moi je vois bien, les Français ne sont pas idiots. Les Français voient bien que tout ça, ce sont des postures politiques. Et je pense qu'on progresse, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai toujours revendiqué depuis 2017, j'en ai pris plein la figure, par mon soutien du second tour à Marine Le Pen, c'était de dire on peut être différent, et je ne suis pas Rassemblement National, je suis un gaulliste social, issu de Philippe Séguin, on peut être différent, et quand l'intérêt du pays est en jeu, on se rassemble dans une coalition, à l'italienne, à la suédoise. Cette idée de coalition, elle est centrale. Je veux en parler parce qu'elle est centrale. Parce que c'est même l'inspiration de la 5e. De Gaulle n'est pas arrivé seul en 58, contrairement à ce qu'on dit. Il n'est pas tombé du ciel. Il y a eu une coalition. Voilà. Et il faut comprendre que la 5e République, par son mode de scrutin à 2 tours, donne la prime à la coalition. D'ailleurs, il y en a un qui l'a compris. C'est Mélenchon, puisqu'il a fait NUPES. Et ça lui a quand même réussi. Il a 2 fois plus de députés que le Rassemblement National, quand même. Donc, moi, je plaide pour cette coalition de patriotes, républicains, souverainistes, de gauche, de droite, je m'en fiche, qui veulent sauver la France avant qu'il ne soit trop tard.
C'est ça l'enjeu. Tout le reste, c'est de la littérature, du folklore, de l'imbécilité. Est-ce que justement, une certaine radicalisation, alors de façade ou non, de LR, dont on voit les discours de Retailleau et de Ciotti sont quand même assez marqués, au point, en tout cas sur les thèmes centraux que sont l'immigration, l'indépendance de l'État, etc. Est-ce que finalement l'alignement de ces thèmes avec le Rassemblement national et vous, sur toutes ces thématiques d'indépendance, est-ce que ça ne crée pas les conditions d'une alliance ? Oui, en parole, mais il faut qu'ils passent aux actes. C'est-à-dire, c'est pas nouveau. En fait, ils font du sarkozysme. C'est quand même assez nouveau de la part. Non, enfin, c'est nouveau et pas nouveau, je vais vous dire. Ils font du sarkozysme avec 4% de l'électorat. Ce qui pouvait marcher avec Sarkozy, qui faisait les fiers et qui après s'est mis à plat ventre devant la pensée unique, ne marche plus maintenant parce que les Français sont pas idiots. Ils ont été cocus une fois, ils vont pas l'être deux fois, surtout quand il n'y a plus beaucoup d'électeurs. Donc, ce que je dis aux LR, et je leur ai toujours dit la même chose, j'ai jamais changé. Depuis 2017, je leur ai dit, pourquoi vous ne faites pas ce que j'ai fait ? Moi, j'avais pas l'effet de seuil parce qu'il faut être honnête, Debout la France est un parti plus petit. Mais si vous l'aviez fait, mais on pouvait gagner en 2017 et vous auriez eu votre place dans une grande coalition. Et Marine Le Pen aurait mis de l'eau dans son vin. Elle aurait pu évoluer parce qu'elle aurait été obligée d'évoluer. Si vous l'aviez fait, de vous allier tous ensemble, oui, pour qu'au deuxième tour, coalition avec le RN, Debout la France, LR. C'est vital, c'est la clé de tout. Et s'il y a des LR centristes, collabos qui veulent continuer avec Macron, ben qu'ils y aillent. Ils y vont de toute façon. Ils vont y aller, vous verrez. Vous verrez que dans quelques mois, il y aura 10 parlementaires, 15, et ils iront chez Macron. Horizon, Édouard Philippe, toute la mélasse. Bon. Tant mieux. Il faut reconstruire une force alternative de coalition, ouverte aussi à des patriotes comme Philippot, comme d'autres, même s'il y a des points de désaccord entre nous, ces points de désaccord sont minimes par rapport à l'enjeu qui est de sauver la France. Et j'ai proposé un plan en 10 points, ce que j'appelle un programme de salut public. Quand ? C'était début octobre, à mon Conseil national, suite à l'affaire de la victoire de l'Italie, j'ai dit c'est quand même pas compliqué, on est d'accord sur 10 points fondamentaux. C'est très simple. Relocaliser en baissant les charges des PME. C'est ce qu'a fait la NUPES. Mais bien sûr, à gauche. Ça prend un quart d'heure sur une table. Un quart d'heure, on sait. Relocaliser en baissant les charges de nos PME pour aider nos petites entreprises. Augmenter le salaire net en baissant les charges sociales. Financé par la lutte contre les cartes vitales. Contrôler nos frontières. Renforcer les moyens de l'État, mettre une chaîne pénale qui marche, construire les places de prison qui manquent, réformer l'hôpital et la médecine de ville, apprendre à lire à nos enfants, remettre la méthode syllabique à l'école, avoir une vraie politique de la famille pour aider nos jeunes à avoir les enfants qu'ils désirent et résoudre le problème démographique du pays. Enfin, on est d'accord, on peut signer tous. Pourquoi ils ne le font pas ? Alors bien sûr, il y aura des points de désaccord sur le degré d'indépendance vis-à-vis de l'Union européenne, ce qui sont des points graves, où on n'a pas tout à fait la même avis. Mais déjà, si on pouvait reprendre en main le pays et éviter sa chute finale. Voilà. Mais moi, je vais vous dire, je suis un peu inquiet parce que je doute encore de la vraie volonté d'Éric Ciotti ou de Bruno Retailleau de passer à l'acte. C'est-à-dire de rentrer dans cette alliance. Oui, en fait... Est-ce qu'il y en a un des deux qui vous paraît plus... J'en sais rien, non. Qui vote, chacun vote. J'en sais rien, mais... Non, mais plus prêt à aller vers cette politique. Je leur ai toujours dit que la seule issue, pour eux et pour la France, c'est cette alliance, cette coalition. Je l'ai dit à Marine Le Pen, je l'ai dit aux Républicains, je les connais tous. Et si je peux être utile à faire ce petit trait d'union, j'aurais fait ma part. Et qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ? Il bloque que les LR sont encore imprégné d'esprit de culpabilisation, de génie de François Mitterrand, de division de la droite et des patriotes. Voilà. C'est génial.
il a culpabilisé... C'est toujours le cordon sanitaire dont nous parlions. Voilà, ce fameux front républicain à la con, pardonnez-moi, qui n'est pas mort. Mais qui tue la France. Qui tue la France. Et je l'ai dit à Éric Ciotti, je l'ai dit à Retailleau, je l'ai dit à Wauquiez, mais vous avez entre les mains la responsabilité de la France. Et vous allez continuer à obéir à un truc qui n'a aucun sens. Le programme de Marine Le Pen est celui du RPR des années 80. Donc je ne vois pas où est le problème. Et moi, gaulliste de toujours, jamais je l'aurais soutenu au second tour en 2017 et en 2022 si j'avais le moindre doute. Non. Voilà. Donc il faut... Mais heureusement, beaucoup de Français comprennent. Et tous ensemble, on peut y arriver. Alors après, qui sera le candidat à la présidentielle en 2027 ? Personne n'en sait rien. C'est pas le problème. Le problème, c'est déjà de voter la motion de censure. Ça, c'est très concret. Pour éviter la chute du pays. Voter la motion de censure. Je suis certain que Macron est assez fou et inconscient pour dissoudre. On fait la coalition aux législatives. On est majoritaire. Et on choisira un Premier ministre. Et puis après, on attendra la présidentielle. Mais au moins, on colmatera les brèches du bateau qui coule. C'est ça que je voudrais. Moi, je ne vois pas comment on peut attendre 2027. Je ne vois pas comment la France peut attendre 2027. Vous dites que finalement, le pouvoir est à portée de main. Oui. À cette condition. J'en suis convaincu. Vous n'avez pas cité Éric Zemmour dans Alors, votre Éric Zemmour, il faut qu'il se réconcilie avec Marine Le Pen. Moi, je ne suis pas conseiller conjugal. Ils se débrouillent tous les deux. Je regrette vraiment, je le dis et je l'avais dit à Éric Zemmour et à Marine Le Pen. Moi, pendant la présidentielle, j'ai été candidat au premier tour. J'avais demandé une primaire ouverte entre tout le monde avant. Ils ont tous refusé, sauf Philippe. J'ai été candidat, je n'ai jamais dit une critique, mais jamais un mot sur Marine Le Pen, sur Éric Zemmour et même sur Valérie Pécresse. Et pourtant, j'en ai des désaccords avec Valérie Pécresse. Mais je me suis, peut-être la vieille expérience, je me suis dit, il faut arrêter tout ça. Et ils n'ont pas arrêté de... Voilà. Bon. Donc maintenant, moi, je souhaite qu'une chose, c'est que les esprits s'apaisent, parce que les électorats attendent ça. J'ai été dans les Bouches-du-Rhône. La barrière est psychologique. Je ne sais pas, c'est des histoires de personnes, mais l'électorat à la base, il est uni. J'ai fait une réunion à côté de Marignane il y a, je sais plus, 15 jours. Dans la salle, il y avait des gens du Rassemblement National, il y avait des gens d'Éric Zemmour, il y avait des LR qui n'en peuvent plus de la direction des LR, il y avait des Debout la France, il y avait des gens de chez Philippot, voilà. Et il y avait beaucoup de non-inscrits. Et ils disaient tous, mais entendez-vous, on est majoritaire dans le pays, comprenez-le. Voilà. Alors justement, la prochaine échéance électorale, c'est l'élection du Parlement européen dans 2 ans. La France, vis-à-vis de l'Europe, est-elle la première de la classe ou le dindon de la farce, Et autrement dit, l'UE peut-elle basculer dans le camp patriote qui est de plus en plus présent parmi les pays d'Europe quand même, l'Italie, le Royaume-Uni est sorti, mais... Ma pensée personnelle, c'est que l'Union européenne tue la France et qu'il faut d'urgence renégocier tous les traités. Je ne suis pas sur la position de Philippot du Frexit, même si je pense que la France en Frexit irait très bien. Simplement, les Français, malheureusement, c'est comme ça, ont été tellement nourris, biberonnés à cet amour de l'Union européenne qui nous fait du mal, que le mot Frexit leur fait peur. Et je pense que de défendre le Frexit, c'est la certitude de laisser Macron et les européistes au pouvoir pour 50 ans. Donc, moi je crois qu'il faut s'adapter à notre électorat aussi. Notre électorat a peur d'un Frexit. Je pense qu'il a tort, mais il a peur. Donc je pense... C'est un peu le même cheminement. Oui, et je pense qu'elle a raison. Il y a urgence à sauver la France. Donc il y a urgence à mettre de l'eau dans notre vin et à trouver un programme de compromis capable de réunir 50,1% des Français. Voilà, en 2027. Voilà pourquoi je ne défends pas le Frexit, même si personnellement je pense que ce serait la solution. Et je pense qu'entre le Frexit dur, qui fait peur aux Français, et la soumission à l'Union européenne de ce gouvernement, il y a toute une palette de positions qui permettrait déjà d'arrêter les dégâts d'une politique de la Commission de Bruxelles sur le plan économique,
sur le plan social, sur le plan des services publics, sur le plan des frontières, sur le plan de l'immigration, et maintenant sur le plan de la famille, puisque vous avez peut-être vu ce matin dans les journaux que la Commission de Bruxelles veut interférer dans les liens de parentalité. C'est un nouveau coup d'État. Donc, actuellement, on a une Madame van der Leyen, corrompue, suspectée d'être corrompue, pour pas que je sois attaqué en diffamation, suspectée d'être corrompue, qui a été d'ailleurs exfiltrée du gouvernement allemand tellement elle avait mal géré le ministère de la Défense, qui fait des coups d'État permanents. Bon. Il faut remettre l'Union européenne dans sa boîte. Et il faut renégocier beaucoup de choses. Je pense que ce programme de compromis peut permettre justement de rassembler de LR patriotes, gaullistes, jusqu'au Rassemblement national, beaucoup de gens pour pouvoir gagner en 2027. Et ensuite, il faudra reprendre en main le pays et renégocier. Mais c'est vrai, vous avez raison, une personne comme Madame Meloni, Monsieur Orban, la Suède, partout dans les pays il y a une évolution, la Pologne, partout il y a eu une évolution. Donc je suis convaincu qu'on peut du moins dans un premier temps renégocier des traités, redonner à la nation la maîtrise de son destin, et puis il y aura quelques points durs, notamment le point fondamental qui est l'application du droit national. Mais ça fera l'objet d'une négociation de la fameuse coalition que je propose. Parmi ces points, quels seraient 2 ou 3 des plus urgents? Le plus urgent, c'est de contrôler nos frontières. D'ailleurs, même Schengen nous le permet à titre dérogatoire. De supprimer l'assistanat pour ceux qui arrivent sur notre sol. D'ailleurs, nous sommes le seul pays à donner autant d'argent à des clandestins. C'est pourquoi d'ailleurs l'Espagne et l'Italie s'en fichent complètement, puisqu'ils remontent vers la France. L'Allemagne prend ceux qui travaillent, nous prenons ceux qui vivent d'allocations. C'est très simple. Bon. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est d'arrêter de payer 10 milliards d'euros net, et ça va augmenter, au budget de l'Union européenne, pour subventionner la Turquie, la Commission, les délocalisations en Pologne et ailleurs. Donc il faut arrêter de gaspiller l'argent dans cette structure. Le troisième point, c'est de reprendre notre autonomie, notre indépendance en matière de politique de la concurrence et de services publics, de revenir à un prix national de l'électricité, d'arrêter le sabotage de notre industrie nucléaire, sous la pression des Allemands. Vous voyez qu'il y a de la marge. Il y a tellement de choses à faire. C'est pour ça que je plaide, et je reviens là-dessus, vous allez trouver que je suis un peu idée fixe. Comment vous dire? À chaque fois que je vois nos partenaires, nos amis de l'échiquier politique, je trouve qu'ils chipotent sur des détails, alors que le pays est en train de disparaître. Et qu'il suffit qu'on se mette d'accord, et les Français nous soutiendront, ils n'attendent que ça. C'est mûr. Voilà. Et c'est drôle de voir, c'est drôle, c'est tragique, de voir la classe politique en retard, je crois, je peux me tromper, mais je crois, du sentiment commun de nos électeurs. Voilà. Et je pense que c'est mûr. Alors revenons en France, justement. Est-ce que les coupures d'électricité et le froid de l'hiver qui risque de s'abattre sur une toute ou partie des Français, au moins par épisode, d'après ce qu'on entend, est-ce que ça peut servir d'étincelle pour cela? En tout cas, de prise de conscience de tous ceux qui ont voté Macron, parce qu'il a quand même été réélu. C'est ça qui est pathétique. Ils vont peut-être comprendre que... parce qu'il a été réélu sur quoi? Non, mais je reviens en arrière. Ce qui est intéressant... Oui, mais je vais vous dire ce qui est intéressant dans tout ça. C'est qu'en fait, et je l'ai bien vu pendant les campagnes présidentielles, j'ai été candidat. Les médias, la pensée unique, faisaient croire en permanence que d'un côté, vous aviez l'homme compétent, Emmanuel Macron, et de l'autre, les incompétents, Zemmour, Dupont-Aignan, Le Pen, c'est-à-dire des gens incapables de gérer. Et en fait, on s'aperçoit de quoi aujourd'hui? Le roi est nu. C'est que celui qui se faisait passer pour compétent est totalement incompétent. Il a saccagé un atout industriel, énergétique français. Il a fermé Fessenheim. Parler du nucléaire. Oui. Il a, en 2020, Elisabeth Borne, dans un tweet, se vantait de fermer encore 14 centrales supplémentaires. 2020, il y a 2 ans. Ils ont sabordé EDF, ruiné EDF, en l'obligeant à vendre à 42 € le mégawattheure.
que produit EDF, à des opérateurs privés qui revendent à 400. Non mais je ne sais pas si vous voyez l'escroquerie. Opérateurs privés qui aujourd'hui font du lobbying à l'Assemblée, en ce moment là, on y est, pour qu'on mette 10 000 éoliennes de plus sur le sol français, défigurant notre patrimoine, l'âme du pays, gâchant notre atout touristique. Une affaire de fric. Donc moi je suis carré, je veux rétablir le monopole d'EDF, je veux supprimer le marché européen en France, on achètera notre électricité qui manque ou on la vendra à l'Angleterre. En ce moment, par exemple, hier on importait 4% de notre électricité d'Angleterre. Pourtant, elle n'est pas dans l'Union européenne. Bon. Donc on peut très bien avoir notre prix national, fondé sur nos 50 € le mégawattheure production d'électricité EDF, centrale nucléaire. Il faudra le mettre plus haut, bien sûr, peut-être 100 € parce qu'il faut qu'EDF prépare la rénovation de ses centrales, mais c'est pas 450 €. Et puis, il faut arrêter avec cette destruction d'un atout français. Voilà. Ça, on peut le faire. L'Espagne et le Portugal l'ont fait, là. L'Espagne et le Portugal ont rétabli leur prix national de l'électricité. Et Bruxelles s'est couchée. Ce qui prouve que c'est pas simplement une question de traité, c'est une question d'application des traités. Quand il y a un pays qui a une volonté politique, il y arrive. Restons dans l'énergie, et justement avec sur le gaz en particulier, Macron et l'Union européenne fixent un prix limite du gaz, vous avez vu, pour essayer de faire plier Poutine. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne solution pour il y a deux choses, il y a le prix du pétrole et puis il y a le prix du gaz. Moi j'ai une position iconoclaste, désolé, ça va peut-être pas plaire. Je pense que la surenchère de l'Union européenne et des États-Unis en Ukraine, face à une agression russe, que je ne nie pas, est une folie pour l'Europe. Et là, je suis beaucoup plus européen qu'eux. Si on regarde de manière géopolitique, qu'est-ce qui se passe? L'Europe se suicide devant nous. Se suicide pour un conflit territorial sur le Donbass, qui est une zone russe, désolé, russophone, revendiqué par l'Ukraine. Revendiqué par l'Ukraine, bombardé pendant X années par l'Ukraine, ça on ne le dit pas, avec des milliers de morts, et les accords de Minsk, faits par Merkel et Hollande, qui étaient un peu plus sérieux que les deux qu'on a là. Les accords de Minsk permettaient de la paix, avaient calmé la Russie, parce qu'ils garantissaient l'autonomie du Donbass et la protection des Russes du Donbass. Cet accord de Minsk, quand Macron est arrivé, il l'a pas fait respecter. Et c'est ce qui a fait l'enchaînement de la guerre. Je ne dis pas que Poutine a eu raison, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que la France s'est mise du côté de Zelensky. J'accepte qu'on défende l'intégrité territoriale ukrainienne, bien sûr, mais je n'accepte pas qu'on transforme ce conflit en un moyen de déstabiliser complètement la Russie. Parce que la Russie de Poutine, qu'est-ce qu'il y aura après? Pourquoi ne faut-il pas déstabiliser? Parce que qu'est-ce qu'il y aura après Poutine? On n'en sait rien. Deuxièmement, parce que l'avenir de l'Europe est dans une alliance avec la Russie. Je le maintiens, je persiste et je signe. La Russie a les ressources naturelles, l'Europe a la technologie. Nous avons une même civilisation, contrairement à ce qu'on nous raconte. Et s'il n'y avait pas eu la Russie au Moyen-Orient, l'État islamique aurait pris le pouvoir en Syrie. Alors, moi je veux bien tout. Il fallait bien sûr dire stop à la Russie. Maintenant, elle est affaiblie. Elle est affaiblie. Maintenant, c'est le moment de faire la paix pour sauver l'Europe. Parce que vous verrez que dans un siècle, on regardera le conflit entre l'Ukraine et la Russie de manière aussi, avec autant de recul qu'on regarde le conflit de la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre ou entre la France et l'Allemagne. Et donc, quel est l'intérêt de suicider le continent européen, crise économique majeure, destruction de l'industrie allemande et française, crise sociale, pousser la Russie dans les bras de la Chine, qui est le vrai danger pour l'Occident, et sacrifier notre économie pour les États-Unis. Faire de l'Europe une puissance de seconde zone pour les 20 ans qui viennent. C'est ça le conflit. Hein. Tout ça parce qu'on n'est pas capable de régler un conflit territorial de 3,5 millions d'habitants. C'est ça la réalité. Alors ce que je vous dis paraît peut-être un peu froid, mais c'est aussi sauver les Ukrainiens, parce que Zelensky, avec les Américains et Mme von der Leyen, utilise les Ukrainiens comme terrain de jeu. Et c'est eux qui souffrent.
Donc je pense que c'est le moment de faire la paix en Ukraine. Je pense que la France devrait avoir une position impartiale, maintenant, se retirer des livraisons d'armes et dire au monde, à Poutine comme à Zelensky, vous arrêtez. Et on peut le faire si on ne suit pas Zelensky de manière aveugle. C'est l'enjeu. Macron a justement une petite distance là-dessus. Non, Macron a eu une bonne intuition de départ en disant il faut dialoguer avec Poutine, mais il a épousé les thèses de Zelensky à 150%. Il a dit à Washington, quand il est allé, j'ai bien écouté sa conférence de presse, il a dit nous suivrons Zelensky quoi qu'il arrive. Et nous ferons la paix que quand Zelensky la demandera. Mais Zelensky est totalement, ukrainien comme Poutine l'est russe, de manière totale. Il veut récupérer la Crimée, il veut enlever toute trace de la Russie en Ukraine. L'Ukraine a été russe pendant 3 siècles. Vous ne tirez pas un trait sur l'histoire. Donc, il faut, à un moment, le rôle de la France, c'est pas de dire Poutine a eu raison d'agresser, bien sûr que non. Le rôle de la France, maintenant que Poutine est en très grande difficulté, c'est de dire on arrête. D'ailleurs, entre nous, je crois que les Américains, eux, ont entamé des négociations directes avec la Russie. Ce qu'on dit, je n'ai pas la preuve. Mais il est temps d'arrêter cette folie, et je le dis aux Français qui écoutent la télévision, la pensée unique, et qui pensent que il faut retrouver un équilibre. Parce que c'est la survie de l'Europe dans les 50 ans qui viennent. Quand je dis de l'Europe au sens de grande puissance. Le découplage entre l'énergie russe et l'industrie européenne est la mort de l'industrie. Actuellement, les grandes usines de chimie, de sidérurgie partent en Chine ou aux États-Unis. Et les Français n'ont pas du tout conscience de ce qui se trame aujourd'hui, c'est le niveau de vie de nos petits-enfants. Donc c'est pas négligeable. Alors, désolé d'avoir été un peu long là-dessus, parce que comment vous dire, j'ai le sentiment vraiment qu'on ne se rend pas compte du déclassement européen qui est en train d'être fait, et vous ajoutez à cela l'immigration massive. Le vrai danger, il ne vient pas de la Russie, qu'on arrête. Le vrai danger, il vient de la déstabilisation de l'Afrique et du Moyen-Orient. Alors, les Français sont inquiets, on le voit bien quand même. Ils ont raison, dans malheureusement. Toutes les enquêtes d'opinion, malgré tout, ils soutiennent tout de même encore pas mal Emmanuel Macron, qui a une cote de popularité autour de 30-35%. Je ne sais pas si vous considérez que c'est très faible ou pas. En tout cas, Hollande était descendu beaucoup plus bas. Qu'est-ce qui explique finalement cette résistance de l'opinion vis-à-vis d'Emmanuel Macron? 2 choses, je pense. L'habileté. Il faut reconnaître, il est habile. C'est un acteur de théâtre. Mauvais théâtre pour moi, mais parfois le mauvais théâtre plaît aux gens. Et puis il défend des intérêts d'une classe sociale, de l'oligarchie, qui a des réseaux. Et je crois que c'est le président de la République qui a été le plus soutenu, beaucoup plus que De Gaulle, malgré l'ORTF, parce que De Gaulle avait une presse très hostile. Je veux dire, c'est de la propagande digne d'une république bananière. Voilà. À l'exception d'une ou deux chaînes, d'une chaîne, CNews, et de quelques médias libres comme les vôtres, vous prenez un jour, vous asseyez dans votre canapé, et vous passez une journée devant la télévision, et le lendemain, vous passez une journée à écouter les radios, vous n'avez que du cirage de pompe. Voilà. Ils passent leur vie... Vous mettez les médias publics et les médias privés dans le même panier, pareil. De ce point de vue-là. Les médias français sont dirigés par des oligarques. Voilà. Donc, et par l'État, pour beaucoup. Par l'État. Moi, je vais vous dire très clairement, depuis la présidentielle, je ne dis pas que j'ai fait le score d'Hidalgo, c'est pas brillant. Bon, j'ai eu 2%, c'est pas, j'aurais préféré faire mieux, mais qu'importe. Mais j'ai été réélu, aux législatives, nous avons fait pareil, nos 2%, mais 0% de temps d'antenne sur France Inter, sur France Info, sur France 2, sur RTL, sur BFM, 0 de 0. J'ai porté plainte au CSA. Je représente un petit courant et qui a le droit de vivre.
de s'exprimer. Monsieur Hamon, non réélu, pas de parti comme le mien, inexistant et tout, est invité en permanence. Donc, comment voulez-vous qu'on... l'enjeu est là. C'est que les Français savent bien qu'Emmanuel Macron les conduit à la ruine, parce qu'ils ne sont pas idiots, les Français. Ils voient très bien l'immigration chez eux, la baisse de pouvoir d'achat, les pénuries d'électricité, la France humiliée dans le monde, humiliée. Les Français le savent. Mais les Français n'ont pas le droit de nous voir en programme alternatif diversifié dans les médias. Et quand on parle de nous, ou des patriotes, c'est toujours, vous remarquerez, pour nous démolir. Toujours. Et donc, en fait, les médias français créent un vide politique qui explique, je pense, l'abstention, le tous pourri. Vous savez, le général de Gaulle avait dit un jour, il croise à l'opéra le directeur du Monde, Beuve-Méry, et il lui cite une phrase de Nietzsche, en lui disant, vous êtes, en gros, je résume, celui qui nie tout. Bon. Et je pense souvent à cette phrase du général de Gaulle pour les médias français. Comme ils essayent de défendre tout ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas non plus... bon, on n'est quand même pas en Chine ni en Union soviétique, donc ils ne peuvent pas quand même, ils sont obligés de préserver les formes. Alors leur seule manière de faire, c'est de décrédibiliser tout ce qui est politique. D'où les émissions d'humour, l'émission du quotidien. On se moque de tout ce qui est politique, comme ça on crée un sentiment de nihiliste, plus rien ne vaut rien. Et c'est ce qui explique, je pense, le tempérament français d'aujourd'hui de résignation. Parce que sur le terrain, il y a des initiatives magnifiques des Français, des chefs d'entreprise exceptionnels qui se battent. Vous avez des chefs d'entreprise, vous avez des artistes, vous avez des collectivités locales, vous avez des ONG, vous avez beaucoup de gens qui se battent sur le terrain. Les Français sont exemplaires. Des médias, d'où l'utilité. Des médias comme le vôtre. De Boulevard Voltaire. Oui, des médias il y a beaucoup de résistants. Et si on doit avoir une note d'optimisme, la crise du... Parce que j'allais vous demander, vous avez une longue carrière politique maintenant derrière vous, même s'il vous en reste encore beaucoup devant. Qu'est-ce qui est nouveau dans le paysage français et qu'est-ce qui permet d'espérer pour des gens de droite aujourd'hui ? Ce qui permet d'espérer, c'est, je crois, la prise de conscience. Et le fait que, comme on va bientôt toucher le fond, il y a un moment où, notamment de la jeune génération, je trouve que les jeunes sont pas enfermés, parce que d'abord ils regardent plus la télé, donc c'est bon signe. Donc ils sont libérés. Et je trouve qu'il y a une vraie capacité à rebondir, un amour de la France, une générosité, un retour à certaines valeurs qui sont positives. Et la crise du Covid, moi, m'a donné beaucoup d'espérance, paradoxalement. C'est-à-dire qu'au moment où la peur, la manipulation jouait, eh bien, j'ai vu des manifestations extraordinaires avec des Français d'ailleurs d'origine différente et assimilés, d'origine aussi de pays différents et assimilés. Donc il n'y a pas que de l'immigration qui casse, il y a aussi des gens qui s'assimilent, qui aiment la France, les valeurs. Et ça, c'est un trésor. C'est un trésor. Moi, je pense toujours à Lech Walesa. Et je me souviens d'une interview de Lech Walesa dans la Pologne soviétique, découragé, et qui, en écho au pape, qui dit « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur ». Il y a un moment, vous savez, il y a un déclic dans l'âme humaine. Voilà, il y a un déclic. Et moi, je crois à ça. Sinon, la France ne serait pas la France, parce que sinon, comment Jeanne d'Arc s'y serait arrivée, Clémenceau en plein an 17, De Gaulle en 40, entre nous, c'était mission impossible. Donc, jamais rien n'est mission impossible.